Quels sont les soutiens de Nicolas Sarkozy? Nicolas Sarkozy, c'est d'abord le candidat et le président d'un parti, l'UMP, et c'est l'ex numéro 2 du gouvernement qui a pris ces derniers mois, à la veille de l'élection présidentielle, certaines décisions contraires à l'opinion publique, ou tout du moins controversées. Ainsi, le 20 mars 2007, ce gouvernement autorise la culture et la vente d'organismes génétiquement modifiés, OGM, sur le sol français. Le 12 avril 2007, il autorise la construction du réacteur nucléaire EPR à Flamanville, dans le département de la Manche. L'EPR est un nouveau type de réacteur destiné à utiliser du plutonium au lieu de l'uranium et dont la dangerosité fait pour le moins débat. Il est à noter que ce gouvernement, en ayant recours à des décrets, a choisi d'éviter tout débat et de faire passer ses textes en douce. On peut dès lors se poser la question: pourquoi, à la veille des élections présidentielles, avoir pris ces décisions dangereuses pour la popularité de l'UMP? L'explication la plus plausible consiste à penser que l'UMP bénéficie du soutien du lobby pro-nucléaire, ainsi que du lobby des producteurs d'organismes génétiquement modifiés, et qu'à l'approche des élections, pour obtenir le renouvellement du soutien de ces lobbies, le gouvernement a dû faire passer ces textes. C'est encore ce gouvernement qui prépare discrètement pendant l'élection présidentielle un décret d'application de la loi sur la confiance dans l'économie numérique. Selon Philippe Janet, ce texte obligera les opérateurs téléphoniques, les fournisseurs d'accès à Internet, les hébergeurs et les responsables de sites web à conserver pendant 1 an toutes les données que laissent les utilisateurs lors de chaque appel téléphonique ou de chaque connexion à Internet. Cela concerne les contributions à un site web, mais aussi les identifiants, les mots de passe, les numéros de carte bancaire, les détails de paiement, les numéros de téléphone passés et reçus, avec pour chaque entrée le numéro de l'ordinateur ou du téléphone utilisé. Philippe Janet est le président du groupement des éditeurs de sites en ligne qui regroupe les principaux portails, moteurs de recherche, médias et opérateurs téléphoniques opérant en France. C'est aussi avec Nicolas Sarkozy comme ministre de l'Intérieur que ce gouvernement a mis en place le passeport électronique qui rassemble les données biométriques, numérisation du visage, de l'iris de l'œil et des empreintes digitales. Ces données sont enregistrées dans le passeport sur une puce RFID lisible à distance. Ainsi, une simple borne placée dans un lieu public peut enregistrer l'identité et les données biométriques de tous les porteurs de ce type de passeport passant à proximité, et cela automatiquement et à leur insu. Le parti de Nicolas Sarkozy a été le principal promoteur des machines à voter électroniques. Pour la première fois en France, cette élection a vu 1,4 million d'électeurs utiliser ces machines à voter agréées par le ministère de l'Intérieur. Auparavant, les citoyens pouvaient vérifier qu'à l'ouverture des bureaux, les urnes étaient bien vides. En mettant leur bulletin dans l'urne, ils pouvaient constater que leur vote était ajouté et ils pouvaient participer au dépouillement pour vérifier la régularité du scrutin. Tout ce processus se déroulait sous les yeux des représentants des différents partis. Avec les machines à voter, il n'y a plus aucun moyen de contrôler la validité du scrutin. Or, il est prouvé que les machines à voter sont falsifiables. En fait, l'introduction des machines à voter est la meilleure solution pour pouvoir truquer une élection. Sarkozy, c'est aussi le co-auteur de la loi dite Sarkozy-Perben II. Avec cette loi, le ministère de la Justice peut autoriser des services étrangers à opérer sur le territoire français, tout en suivant la législation de leur pays d'origine, sans être soumis à la loi française. En vertu des accords franco-américains, la CIA ou le FBI, par exemple, peuvent opérer légalement sur les territoires français selon le droit américain. Dans le domaine du fichage génétique de la population, cette loi autorise aussi l'État à soumettre toute personne placée en garde à vue ou simple témoin dans une affaire à un prélèvement d'ADN obligatoire. Ce fut le cas notamment
pour des manifestants anti-CPE. On peut craindre qu'il ne s'agisse là que des prémices du projet de fichage génétique de toute la population. Ainsi, Christian Estrosi, en sa qualité de représentant de Nicolas Sarkozy pour la coopération policière au sein de l'Union européenne, a déclaré pour le journal Le Monde du 16 janvier 2007 que, ouvrez les guillemets, les citoyens seraient mieux protégés si leurs données ADN étaient recueillies dès leur naissance. Fin de citation. Protégés de quoi? Sûrement pas d'abus de pouvoir de la part de l'État. En fait, pour Nicolas Sarkozy, la part de l'inné est immense. Il existerait des gènes responsables de la pédophilie ou du suicide. En 2004, un rapport de la commission prévention du groupe d'études parlementaires sur la sécurité intérieure préconisait un dépistage dès 3 ans des futurs délinquants. Que fera-t-on des enfants de 3 ans dépistés délinquants? Ces derniers temps, nombreux sont ceux qui ont montré en quoi cette idée est contraire au libre arbitre. Si nos comportements sont déterminés par nos gènes dès la naissance, cela veut dire que nous n'avons aucune liberté. Et si nous n'avons aucune liberté, cela veut dire aussi que nous ne sommes pas responsables de nos actes. Cette conception de l'humain est non seulement contraire à toutes les religions, mais elle nie aussi le rôle de la culture et de l'éducation. Maintenant, rappelons-nous que le racisme consiste à penser que les caractères génétiques innés, comme la morphologie ou la couleur de la peau, déterminent le comportement d'une personne. Le déterminisme génétique apparaît donc une extension moderne du racisme. De plus, nous avons affaire ici à la même conception de la génétique que celle qui est à l'œuvre dans la réalisation des organismes génétiquement modifiés. Cette conception consiste à considérer qu'un groupe de gènes a une fonction et une seule dans un organisme. Il y aurait chez le maïs génétiquement modifié des gènes de résistance à tel herbicide ou à tel parasite, comme il y aurait chez l'humain des gènes responsables de la pédophilie ou de la délinquance. Cette conception, qui consiste à identifier des gènes codants pour une chose et une seule, est une conception particulièrement naïve, parce qu'elle consiste à considérer le code génétique comme un programme informatique dans lequel les instructions sont exécutées séquentiellement, les unes à la suite des autres, par un ordinateur. Au contraire, dans les cellules d'un être vivant, tous les gènes sont en interaction, et chaque cellule est en interaction avec toutes les autres dans un processus hautement parallèle. Un gène intervient dans de nombreuses fonctions, immédiatement ou après plusieurs années, et parfois après des générations. D'autre part, des changements externes peuvent déclencher des processus en sommeil dans l'organisme. Cette conception naïve de la génétique est donc aveugle aux effets secondaires. Cela signifie, dans le cas des OGM, des comportements complètement inattendus, potentiellement incontrôlables, dans la mesure où il s'agit d'êtres vivants pouvant se reproduire. Dans le cas de l'utilisation du diagnostic génétique en justice, cela implique obligatoirement des erreurs judiciaires graves. Par exemple, en admettant que l'on identifie un groupe de gènes commun à plusieurs pédophiles, on trouvera aussi de nombreux individus qui possèdent ces gènes et qui ne sont pas pédophiles. L'utilisation de ce critère en justice conduira inévitablement, et au minimum, à suspecter à tort des innocents. Si l'expertise scientifique fait force de loi, se pose aussi la question de son impartialité. Or, année après année, la part de la recherche publique diminue au profit de la recherche privée. De plus en plus d'études dans le domaine de la génétique sont financées par les sociétés du lobby sécuritaire ou par les fabricants d'OGM. D'ores et déjà, dans le cas des OGM, ce sont les entreprises qui les commercialisent qui réalisent les études sanitaires. La convergence d'intérêts entre les politiques au pouvoir et ces lobbies fait craindre le pire. Demain, quelle instance déterminera quels sont les gènes déviants? Qui seront les individus à enfermer et qui seront ceux aptes à diriger? Après le XXe siècle, nous savons à quel point les théories racistes peuvent engendrer d'abominations. Au XXIe siècle,
saurons-nous éviter que nos démocraties ne sombrent insidieusement vers une nouvelle forme d'autoritarisme eugéniste?